Écoutez-moi ça. Le ronron d'un moteur de Porsche, c'est une signature. C'est un son qui évoque la précision, la performance, la passion pour la mécanique parfaite. Pendant un siècle, l'Europe a façonné les plus belles voitures du monde. Des courbes racées des italiennes aux solides allemandes, des capots ronds britanniques aux icônes françaises. Chaque modèle, chaque marque raconte l'histoire commune des ingénieurs et des mécanos les plus doués de la planète. Mais l'aventure est terminée. Au dernier trimestre, Porsche a vu son bénéfice d'exploitation s'effondrer de 99%, passant en un an de plus de 4 milliards d'euros à 40 millions. Le constructeur de légende roulante ne gagne plus d'argent. À Francfort, ses actionnaires désabusés regardent leur patrimoine s'évaporer comme une flaque de super au soleil. Entre son plus haut d'avril 2023 et son plus bas en juin dernier, l'action a dévissé de 66%. C'est une chute vertigineuse, inimaginable, mais Porsche n'est pas un cas isolé. Tous les constructeurs européens sont en difficulté depuis déjà quelques années. Le groupe Volkswagen, la maison mère de Porsche, a perdu 69% de sa valorisation depuis 2021 et Stellantis et BMW, propriétaires à L2 de 18 marques, suivent la même trajectoire. Le marché automobile européen est en grande souffrance. La faute au Covid ? Eh non, pas cette fois. La faute des Russes alors ? Non plus. Vous trouverez la responsable de l'agonie de nos constructeurs à Bruxelles. Pour réaliser ses rêves de championne du climat et s'ériger en modèle de vertu, depuis une bonne dizaine d'années, la Commission européenne a déclaré une guerre farouche aux moteurs à explosion, spécialité historique européenne, et le combat a atteint une intensité inédite en 2021. Cette année-là, elle présente son plan Fit to 55, 55% de CO2 émis en moins d'ici 2035, un projet qui paraît chouette comme ça, mais qui prévoit la mise à mort du moteur thermique à trop brève échéance. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment la bureaucratie européenne a sabordé son industrie automobile et comment des décisions inadaptées et des calendriers impossibles à tenir sont en train de pousser un secteur entier vers la tombe. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de la piqûre la plus douloureuse qui existe, encore plus fatale que celle des moustiques tigres ou des frelons asiatiques. La piqûre faite à votre épargne, celle des frais de courtier. 2 € par-ci, 10 € par-là, répétez ce cycle infernal sur des décennies de DCA et ce sont des dizaines de milliers d'euros qui partent en fumée. Mais Money Radar a trouvé la solution. Notre partenaire XTB propose le seul compte titre avec 0% de commission dans la limite de 100 000 € investis par mois sur l'achat et la vente, avec plus de 7100 actions et 1800 ETF disponibles. Leur plateforme intuitive Xstation vous permet d'investir facilement avec des outils et graphiques professionnels. L'ouverture de compte se fait en moins de 15 minutes et les équipes de support aux clients en français sont disponibles 5 jours sur 7. XTB, pour rappel, opère en France depuis 2010 et ce sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers. Et cerise sur le gâteau, une action Veolia sera offerte pour chaque ouverture de compte avec le code promo Money Radar. Cliquez sur le lien en description et découvrez dès maintenant un compte chez XTB. Mesdames et messieurs, approchez que je vous présente le futur. Venez voir la Benz Patent Motorwagen, la toute première voiture particulière automobile qui avance sans cheval. 3 roues, 2 places, un moteur à explosion plus efficace qu'un moteur à vapeur pour un meilleur rendement et une vitesse exceptionnelle de 15 km à l'heure. Nous sommes en 1886 à Mannheim, dans le Grand-Duché de Bade, et c'est ici que tout a commencé. C'est là qu'est née l'automobile. Pas seulement la machine, mais aussi le concept de la voiture qui se déplace sans traction animale, capable de transporter une famille entière en toute sécurité. En 1769, en France, Joseph Cugnot fait rouler son fardier à vapeur, un monstre de métal qui avance à 4 km à l'heure. Un siècle plus tard, un autre Français, Amédée Bollée, crée l'Obéissante, capable de transporter une douzaine de passagers à 40 km à l'heure, mais les 2 engins tournent au charbon. Puis, l'ingénieur allemand Karl Benz dépose le brevet de la première voiture moderne, un tricycle qui ressemble encore furieusement à une voiture à cheval, mais qui tourne avec une énergie révolutionnaire, de l'huile distillée qu'on appelle de l'essence. Ces génies de France et d'Allemagne ont posé les fondations de ce qui deviendra la plus grande aventure industrielle du XXe siècle. Non, l'automobile n'est pas née à Détroit ni à Tokyo, elle est née ici, en Europe, et avec elle, les premières marques, les premières usines et les premières routes pensées pour la vitesse.
Des ateliers de province au Grand Salon de Paris, Genève ou Francfort, pendant un siècle, l'Europe a régné sur la route. Une période bénie, l'âge d'or de l'automobile, des millions d'emplois, des excédents commerciaux colossaux, un savoir-faire admiré dans le monde entier, des lignes de production qui tournent jour et nuit, des ingénieurs qui repoussent sans cesse les limites de la performance. De voitures devenues iconiques, comme la 2 chevaux ou la Fiat 500, aux machines de rêve de chez Ferrari ou de chez Pagani, chaque pays a son modèle de légende. Pendant très longtemps, l'économie européenne a battu au rythme de ses chaînes de montage, elles-mêmes réglées sur la vitesse d'expansion de la culture automobile. Mais les meilleures choses ont une fin. Les années 2000 ont vu poindre les premiers doutes. Climat, embouteillage, dépendance énergétique et ce pétrole, cette source de pollution intensive, cette énergie qui brûle confinée au cœur d'un piston, mais qui réchauffe et empoisonne l'atmosphère en même temps. À Bruxelles, dans les couloirs de la Commission européenne, on se rend compte, dès 1992, que l'industrie automobile, si puissante et si symbolique qu'elle soit, est devenue un problème. À cette époque, 49% des voitures européennes en circulation tournaient au gasoil et les moteurs de l'époque n'étaient pas prévus pour protéger l'air ambiant. Alors, Bruxelles légifère, d'abord timidement. Elle impose des contrôles. Désormais, chaque constructeur devra mesurer et connaître précisément les émissions de dioxyde de carbone de ses véhicules, une directive renforcée en 2000 et qui s'étend à tous les autres GES. Les résultats doivent être rendus publics et figurer sur toutes les publicités. Ensuite, c'est aux acheteurs de choisir. La mesure a le mérite de stimuler la recherche et de nouveaux dispositifs ont fait leur apparition en série, le filtre à particules ou le pot catalytique, et les ventes ont continué de grimper. 10 ans plus tard, et presque 70% des véhicules roulent au gasoil en Europe. En 2007, la France lance une idée, le bonus-malus écologique. Les amateurs de gros cylindres et polluantes devront les payer plus cher. Très vite, d'autres pays suivent l'exemple français, la Norvège, la Suisse, l'Irlande, la Suède, puis l'Allemagne, et le nombre de diesels en circulation commence à baisser à partir de 2012. Les constructeurs n'ont pas le choix, ils redoublent d'efforts pour produire des moteurs plus propres et commencent à étudier d'autres modes de propulsion que le moteur à explosion, comme le gaz ou les hybrides. Mais pour tenir face aux normes européennes, certains n'ont pas hésité à tricher. Et en 2015 éclate le scandale du Dieselgate. Constructeur numéro 1 dans le monde, un quart du marché à lui seul, Volkswagen a reconnu avoir installé un logiciel sur environ 11 millions de véhicules pour fausser les tests d'émissions polluantes. Ce logiciel permettait aux voitures de la marque de réduire artificiellement leurs émissions pendant la durée du test, alors qu'elles rejettent jusqu'à 40 fois les limites autorisées en conditions réelles. Cette fraude a entraîné des amendes colossales, des rappels et des poursuites judiciaires, et elle a profondément entaché la réputation du constructeur automobile allemand. Mais elle a surtout attiré l'attention de Bruxelles, qui illico a remis le nez dans le dossier et décidé qu'il était temps d'imposer un virage vert à son industrie automobile. La vie va alors devenir plus difficile. En 2021, le secteur automobile est grandement éprouvé par l'après-Covid, des pénuries de semi-conducteurs, la crise énergétique qui a suivi les sanctions russes, l'inflation et la concurrence étrangère féroce. De l'autre côté du monde, les Chinois fabriquent déjà les mêmes voitures électriques pour 2 fois moins chères. Figurez-vous que c'est le moment qu'a choisi la Commission européenne pour lancer le Fit for 55, un plan ambitieux qui vise à réduire les émissions de GES du continent de 55% d'ici à 2035. Le plan réforme le marché européen du carbone, le fameux droit à polluer, mais il annonce aussi l'interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035. À cette date, toutes les voitures neuves produites par l'industrie européenne devront être zéro émission. Malgré les tentatives désespérées de l'Allemagne pour faire annuler cette triste décision, pour elle, la voiture, c'est 5% du PIB, le plan est définitivement adopté en 2023. Depuis, Bruxelles rédige ses règlements et les constructeurs comptent les zéros. La voiture verte sera électrique et elle est imposée à tout un secteur qui doit s'efforcer de maîtriser une nouvelle technologie en une poignée d'années. 4 ans plus tard, sur le papier, à Bruxelles, tout roule. Les émissions de CO2 baissent, les objectifs sont respectés, les graphiques sont au vert et les rapports sont triomphants. Mais dans les usines, ça n'est pas la même ambiance. Il faut reconvertir des lignes, investir des milliards dans la recherche, repenser les chaînes d'approvisionnement, revoir jusqu'au métier, autant de procédures qui ont fait exploser les coûts de production déjà lourdement gonflés par la crise énergétique, l'inflation et le coût de la main-d'œuvre. La transition écologique si vertueuse sur le papier s'est transformée en casse industrielle. Les constructeurs historiques, ces géants centenaires, sont étranglés par les normes et obligés de courir derrière une technologie qu'ils ne maîtrisent pas. Le moteur thermique, c'était leur royaume, tandis que l'électrique, c'est une terre étrangère. Ils ont dû investir des fortunes pour rattraper leur retard et supporter en même temps le coût du vieux monde, des usines lourdes, des syndicats puissants et une fiscalité complexe. Chaque voiture vendue rapporte moins, coûte plus et se vend moins bien. Derrière eux, les sous-traitants tombent comme des dominos. Fonderies, fabricants de pistons, de boîtes de vitesse, de bougies, de joints, de vannes EGR. Partout, des usines ferment, des ouvriers se reconvertissent et des régions entières tournent la page d'un siècle de savoir-faire.
Un moteur électrique, c'est 4 fois moins de pièces et 4 fois moins de travail. Enfin, les consommateurs aussi payent la facture. Les voitures électriques coûtent en moyenne 30 à 40% plus cher que leurs équivalents thermiques et elles sont loin de faire l'unanimité. Les ventes progressent toujours, mais une voiture électrique se revend mal, les bornes manquent et l'autonomie déçoit. Mais il y a pire. Tout ça dépasse le seul domaine de la finance. Cette voiture électrique impose aussi à nos constructeurs d'abandonner ce qu'ils avaient de plus précieux, leur autonomie technologique. Aujourd'hui, les batteries, les métaux rares, les semi-conducteurs, tout vient désormais de Chine. Et la vérité, c'est que le rêve de la voiture propre en Europe dépend actuellement de Pékin. Pour limiter la dépendance, l'Union européenne investit dans ses propres usines de fabrication de batteries, mais en attendant qu'elles entrent en fonction en 2030, elle se contente de taxer les produits importés. Les marges baissent dangereusement partout. Rares sont ceux qui réussissent à gagner un peu d'argent, comme le groupe Renault, qui maintient une marge opérationnelle positive de 6,5%, mais ça ne fait pas lourd face à l'armée de concurrents étrangers, américains et chinois, qui produisent déjà à la chaîne la voiture idéale de Bruxelles pour 2 fois moins cher. En Chine, BYD, SAIC, MG ou Geely s'exportent grâce à leur avance technologique, leurs tarifs et leur quasi-monopole sur les batteries. Les constructeurs chinois ont aussi un atout que l'Europe n'a pas, un marché captif d'1,5 milliard de clients et un gouvernement qui investit massivement. À côté, l'Europe apparaît comme un terrain de loisirs. Aux États-Unis, Washington poursuit plus ou moins les mêmes objectifs de réduction des émissions d'ici à 2035 et elle subventionne aussi à tour de bras. Tesla en profite, les startups se multiplient, les investissements affluent et parmi eux, beaucoup viennent d'Europe. Conséquence, depuis au moins 2 décennies, nos industriels ferment leurs sites ici pour aller là-bas, là où l'électricité est moins chère, où les normes sont plus souples et les aides publiques massives, au Maroc, en Chine, en Turquie ou au Mexique. À Bruxelles, le pari est réussi. L'Europe est sur la bonne voie et il n'y a plus que 5% de voitures diesel en circulation aujourd'hui, mais il en reste encore beaucoup à détruire. 65 à 70% du parc roulant tourne encore au pétrole. Ça représente encore environ 220 millions de véhicules qu'il faut remplacer le plus vite possible. Les constructeurs européens sont bien engagés dans la transition vers la voiture électrique, avec des investissements majeurs et des débuts commerciaux prometteurs. Volkswagen a lancé plusieurs modèles ID, Renault a renforcé la Zoé et planifie de nouveaux véhicules et Stellantis a accéléré sur l'électrique avec Jeep 4, avec d'autres modèles hybrides rechargeables. Mais ils ont déjà beaucoup dépensé, ils ne sont pas compétitifs et ils sont en retard face aux rivaux asiatiques et américains, dans un contexte où optimiser les coûts est quasiment impossible. La production automobile européenne a reculé de 20% depuis 2019, de 20 à seulement 14 millions de véhicules en 2024. Pas étonnant que les marchés perdent confiance. Mais c'est vrai, sauver l'atmosphère passe par la mort du moteur thermique, c'est un fait. Alimenté par des carburants fossiles, c'est non seulement une source importante de gaz à effet de serre, mais un grand contributeur aux pollutions locales en Europe. En prenant son virage vert, la Commission européenne a choisi la voiture électrique. Elle a cru faire quelque chose de bien. Mais si l'objectif est vertueux, la méthode est brutale. Pour son industrie automobile spécialiste de belles mécaniques huilées, c'est une conversion forcée dans des délais trop courts. Elle privilégie les concurrents étrangers, elle n'intègre aucune réalité économique, elle ne tient pas compte des obstacles techniques et elle a rendu tout le continent encore plus addict à la Chine. Beau travail! Et vous, dans quoi vous roulez? Moi, vous le savez, si vous êtes un fidèle de la chaîne, je roule en Twingo, une essence, donc une thermique. Je ne suis pas encore convaincue par la voiture électrique, ça m'a l'air d'une mécanique plus délicate et moins durable que ma grenouille qui atteint les 25 ans de bons et loyaux services. Mais dites-moi si j'ai tort dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez au like et partagez-la et abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de nous aider à rester indépendants. On arrive au bout de cette vidéo, mais ne passez pas à côté de votre action Veolia offerte pour toute ouverture de compte chez XTB. Investissez dans 7100 actions et 1800 ETF avec 0% de commission jusqu'à 100 000 €, puis 0,2% ensuite. Le lien est en description. À très bientôt sur Money Radar.